Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en cette fin de mois de décembre, la société civile togolaise a dressé un bilan des actions menées par les autorités cette année 2015 en termes notamment de droits de l'homme. Un bilan mitigé. Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme dans la tourmente, accusé d'avoir fermé les yeux sur des cas de dopage en échange de rétributions financières, il a de nouveau été mis en examen. Et les autorités maliennes s'activent pour donner aux enfants du nord du Mali nés sous l'occupation des groupes armés une identité officielle. Ils n'avaient en effet pas été déclarés à l'état civil à leur naissance. Bilan en demi-teinte pour le Togo en termes de respect des droits humains. De grandes avancées, à l'instar de l'abolition de la peine de mort, sont à saluer, mais les efforts doivent être poursuivis. La société civile en attend plus de la part des autorités. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Au Togo, beaucoup reste encore à faire pour l'amélioration des droits humains, même si certaines avancées ont été notées en 2015. L'abolition définitive de la peine de mort, l'adoption d'un nouveau code pénal qui reste encore à renforcer par le code de procédure pénale, la ratification du traité sur le commerce des armes, surtout dans un contexte d'insécurité en Afrique, sont entre autres progrès réalisés par le pays. Mais au nombre des défis, les acteurs de la société civile espèrent notamment une imprescriptibilité du crime de torture. Il y a aussi dans le domaine des défis la question de la liberté de manifestation publique au Togo, qui récemment a été sujet de beaucoup de controverses, notamment la situation dans le nord du pays avec les événements de Mango, où on a enregistré malheureusement 8 morts liés à l'utilisation excessive de la force. Ce qui aussi nous amène à parler de la question de l'impunité, parce que nous pensons que actuellement il y a un peu un problème dans l'accès à la justice, ce qui renforce un peu l'idée d'une certaine impunité dans le pays. En 2016, le Togo sera à la tribune des Nations Unies pour son deuxième passage de l'examen périodique universel, d'où la nécessité de renforcer la situation des droits humains. Au plan politique, le Togo n'est pas meilleur élève, les attentes sont encore nombreuses. Les Togolais s'attendent depuis des années à ce que le mandat soit limité, comme toutes les nations modernes le font. Parce que l'alternance, c'est un facteur de développement. Non seulement le chef de l'État ne fait pas ces réformes-là, mais il parle de mandat social. Moi, je pense que parler de mandat social, alors qu'il y a des problèmes politiques de fond, c'est de la distraction. Un autre domaine où le gouvernement ne manifeste pas beaucoup de bonne volonté, c'est au niveau des élections locales. Vous savez, la dernière fois que les Togolais ont élu eux-mêmes les maires et les délégations et les conseils communaux, c'est en 1987. Les réformes entreprises par le gouvernement togolais, que ce soit au plan social, économique, politique ou encore judiciaire, doivent être renforcées. C'est tout le vœu des organisations de la société civile au Togo pour l'année 2016. Au Gabon, premier bilan du programme de raccordement gratuit en eau et en électricité, un programme initié au mois de novembre et qui commence déjà à porter ses fruits. Sur les régions qui ont déjà bénéficié de cette initiative, 10 000 habitants ont désormais accès à l'eau potable. Du 4 au 16 janvier, l'enrôlement concernera les régions de la Ngounié et la Nyanga. Au Sénégal, des révélations concernant la nouvelle mise en examen pour corruption de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, suscitent beaucoup de réactions. Il est soupçonné d'avoir étouffé des cas de dopage moyennant finance. Ibrahima Dioumaba. Le scandale de corruption concernant l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, révélé par le journal français Le Monde, a fortement secoué le Sénégal. Des journalistes du groupe de presse des médias ont été interpellés suite au traitement qu'ils en ont fait. Lundi 21 décembre 2015, le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais a été placé sous mandat de dépôt. Il est inculpé de faux et usage de faux en écriture et de diffusion de fausses nouvelles. Certains journalistes sénégalais et certains hommes politiques sont allés un peu trop vite en besogne en disant sans embâche que le président Macky Sall a été financé grâce à de l'argent sale. Or, nulle part dans ces déclarations, Lamine Diack a dit ça de façon
expresse. Malgré les dénégations du régime, il faut reconnaître que le Sénégal est éclaboussé. Parce que de façon générale, M. Lamine Diack a parlé de l'opposition d'alors. Il y avait Moustapha Niasse, il y avait Idriss Seck, il y avait Ousmane Tanor Dieng, mais il y avait aussi surtout Macky Sall qui est devenu président de la République. Depuis la publication du procès verbal de mise en examen de Lamine Diack le 18 décembre 2015, les réactions se multiplient dans la classe politique sénégalaise. La presse en a fait une large diffusion. Les observateurs invitent le gouvernement à plus de sérénité et la justice à ouvrir une enquête. Ce n'est pas en réprimant des hommes politiques ou bien en convoquant des journalistes qu'il va régler cette question. Moi, je pense qu'il faut ouvrir une information judiciaire pour la tirer au clair. Pour ce qui est du PDS, ils sont dans des difficultés, ça depuis l'arrestation de Karim Wade et depuis même la perte du pouvoir. Donc aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils sont dans le viseur du régime. Au moindre écart de langage, donc ils vont encore subir la machine de répression. Dans ces révélations, le journal Le Monde fait état de financement par Lamine Diack de l'opposition sénégalaise en 2012. Plusieurs hommes politiques et des mouvements dits citoyens sont soupçonnés d'avoir bénéficié de ces financements issus de la corruption liée au dopage dans l'athlétisme. Les Sénégalais veulent que la lumière soit faite sur cette affaire. Les services d'état civil ne fonctionnaient pas lorsque le nord du Mali vivait sous l'occupation de groupes armés. Les enfants nés pendant cette période n'ont donc pas pu être déclarés officiellement. Une problématique en passe d'être réglée puisqu'autorités maliennes et associations œuvrent à la distribution d'actes de naissance dans la sous-région. Gladys Mwamba. Une cérémonie de distribution d'actes de naissance s'est tenue lundi 21 décembre 2015 dans le nord du Mali. 1 millier d'enfants nés pendant l'occupation de la région par des groupes armés entre 2012 et 2013 en avaient été privés. Ils sont enfin, aujourd'hui, les détenteurs de ce document indispensable, synonyme d'une identité retrouvée. C'est une très bonne chose pour ces enfants et nous pensons en tant que défenseurs des droits humains que vraiment l'État doit s'occuper de ces enfants. Parce que ces enfants sont considérés au nord du Mali comme des rejetons. C'est-à-dire que des enfants qui ne sont pas les bienvenus dans les familles. Et si réellement l'État pouvait se charger de leur éducation, de leur entretien, ce serait très salutaire et ce serait une très très bonne chose pour ces enfants. Cette opération est l'un des aboutissements de l'accord de paix signé à Alger le 20 juin 2015. Mais 6 mois après son entrée en vigueur, ce traité peine toutefois à se concrétiser sur le terrain. La situation sécuritaire reste fragile au Mali puisque des groupes terroristes non signataires de l'accord continuent de mener des attaques fréquentes et meurtrières à travers le pays. En cette période de fin d'année, qui coïncide aussi avec des fêtes religieuses, il y a beaucoup de choses que l'État ne pourra pas maîtriser. Mais avec l'état de siège, ça va permettre aux forces de sécurité d'être un peu partout, d'être vigilantes et aussi à la population de coopérer. Depuis ce lundi 21 décembre 2015, l'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire national par le gouvernement malien. Une mesure prise pour une durée de 10 jours. Au mois de novembre 2015, le Mali a été la cible d'une attaque terroriste à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, dans laquelle 22 personnes ont perdu la vie. 2 ans après le début de l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest, l'heure est au bilan. Si l'épidémie n'a pas complètement été éradiquée, les efforts entrepris en matière de prévention et de formation des équipes sanitaires sont à saluer. Quelques cas ont de nouveau été identifiés en Guinée et en Sierra Leone, mais avec beaucoup de vigilance et de veille sanitaire, les pays touchés devraient être déclarés sauvés de cette épidémie d'ici peu. Gladys Mwamba. L'Organisation mondiale de la santé dresse un bilan de la lutte contre le virus d'Ebola 2 ans après le début de l'épidémie, le 23 décembre 2013 à Méliandou en Guinée. Cette maladie qui touche l'Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 000 victimes sur les 28 000 cas identifiés. La Guinée, le Libéria et Sierra Leone sont les 3 pays les plus affectés. C'est un virus que les gens ont connu, mais la maladie elle-même, les médecins, presque aucun médecin ne vous dira en Guinée qu'il a étudié la maladie Ebola à l'université. Nous avons tous réussi juste l'information du virus, mais en ce qui concerne la maladie, nous n'avons pas réussi cette formation à l'université. Donc à partir de là, tout le monde s'est mis dans la recherche. Il s'agit de la plus sévère épidémie enregistrée sur le continent africain depuis la découverte du virus en 1976. Il n'existe pour l'instant aucun remède ni vaccin pour en venir à bout. Seule la prévention et les traitements ont permis de faire reculer la maladie. C'est pourquoi je dis que l'Ebola aujourd'hui nous a fatigués parce qu'on n'avait pas un bon système de santé. C'est pourquoi nous avons décidé maintenant d'avoir un véritable système de santé. Au point de vue de recherche, la France va construire un institut Pasteur. CDC d'Atlanta a maintenant une succursale ici.
Et nous avons décidé de construire dans toutes les sous-préfectures un centre de santé amélioré avec un médecin. J'ai posé la première pierre de la rénovation de l'hôpital Donka. Nous avons commencé à construire des hôpitaux dans les grands centres. Après 2 années de vastes campagnes de sensibilisation, le virus semble à ce jour quasiment éradiqué, bien que la réapparition de quelques cas en Guinée et au Libéria impose une vigilance accrue. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, table sur l'éventualité de sanctionner les pays qui ne respecteraient pas les règles sanitaires internationales adoptées par les 194 pays en juin 2007. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.